les deux intervenants suivants s'installent, moi je ferai seulement une remarque. Je pense effectivement qu'on a là une proposition qui pourrait contribuer à faire évoluer notre réflexion sur le capital environnemental, à la fois parce que cette notion de transition, de géographie des transitions peut-être est une entrée pour penser les interdépendances d'échelle qu'on a évoquées à plusieurs reprises ici, l'échelle à la fois temporelle et géographique. Et puis cette question du commun normatif qui laisse entendre qu'en fait on n'a pas de commun qui irait de soi, mais que c'est effectivement un objet de construction aussi. Donc, qui laisse entendre aussi la nécessité peut-être de raisonner l'entente, l'accord, et donc de décaler le point de vue qui pointait les enjeux de pouvoir, de domination pour chercher des modalités de résolution d'entente ou de construction de nouveaux cadres. Voilà. Bon, à raisonner, hein, c'est une piste de réflexion qui m'a été suggérée. Alors, je vais donc laisser la parole maintenant à, d'une part, Christophe Borin et Romain Rouault, donc, qui viennent tous les deux du laboratoire Géolab et qui vont nous parler du capital environnemental à l'aune des proximités. Voilà, donc je vous laisse présenter votre. Merci. Tout le monde entend là? Vous devez se rapprocher du micro, ça suffit. Merci Simon. Première chose, moi je dirais que l'avantage du concept, de la notion de capital environnemental, c'est d'avoir échangé avec Christophe, parce que ce qui était bien là, c'est l'enrichissement disciplinaire. Là, on a plutôt quelqu'un qui vient de l'économie, même qui a une analyse à travers l'histoire de la pensée, en des sciences, en économie, puis moi un géographe de l'environnement, donc a priori on n'était pas fait pour forcément collaborer, travailler ensemble. Ça a été extrêmement riche, et, voilà, c'était très bien, et merci Christophe, et j'espère qu'on va pouvoir continuer. Donc le propos se fera à deux voix, en deux temps donc. Première chose, je partirai du fait que ça fait 1 an qu'au sein du laboratoire, on a une petite équipe hein, avec Julien Délier et Marius Chevalier également, où on travaille tous les quatre collectivement sur les circuits de proximité dans la filière bois. Donc ça c'est peut-être le point de départ. Qu'est-ce que c'est que ce sujet un petit peu bizarre? Effectivement, donc on travaille, on va dire, à travers une démarche un peu méthodologique, le corpus conceptuel et théorique qui est celui de l'école de la proximité française, c'est-à-dire qu'on s'intéresse, dans le cadre de la filière bois, donc aux acteurs de la filière, essentiellement les entreprises, mais pas seulement, hein, il y a aussi les acteurs institutionnels, la clientèle, etc., peu importe. Mais on s'intéresse aux facteurs de rapprochement de ces acteurs et donc aux relations qu'ils entretiennent. Et là, la grille théorique de la proximité nous donne donc différentes manières d'aborder ces rapprochements, ces proximités, et avec différentes formes de proximité, une proximité spatiale hein, qui évoque plutôt le côté distancié des rapports qu'il peut y avoir entre les acteurs. Je suis près d'eux, je suis loin d'eux, cet acteur, 10, 20, 30, 50 km. Et puis des proximités relationnelles qui, elles, abordent vraiment toute une diversité de relations qu'on va essayer d'aborder au travers de la filière. Deuxième chose, travailler sur les proximités de la filière bois, qu'est-ce que ça a à voir avec le capital environnemental? Antoine a exprimé un petit peu aussi l'intérêt de questionner la forêt par rapport au capital environnemental, mais plus que peut-être tout autre secteur économique, la filière bois vraiment est en lien direct avec les questions ou des grands impératifs, on va dire, environnementaux, c'est-à-dire des nécessités environnementales qui sont, on va dire, partagées de manière générale par la société civile et qui ont lié, je dirais, en premier peut-être à la question climatique, avec le stockage de carbone dans le bois, mais également dans les matériaux, donc des questions de séquestration et également de substitution des matériaux qui consomment énormément d'énergie fossile par du matériau bois. Et puis bien sûr, ça va avoir la forêt avec des questions paysagères, qualité des sols, et puis bien sûr la biodiversité. Donc voilà, tout ça va être abordé, va être toujours en fond dans les questions qui vont comment dire, justifier la mise en pratique de nos entreprises dans leur activité, dans leur intention productive. Donc voilà, on s'est intéressé à la question de la pratique productive. Donc, comment nous y sommes intéressés? On est allé voir, on a rencontré les entreprises à partir, je
j'avais dit que j'allais oublier de passer les diapositives. Donc ça, j'ai déjà dit, pardon. Quelques photos pour illustrer la filière bois, les entreprises qu'on rencontre. Bon, voilà, excusez-moi. Bon, voilà, on va rencontrer ces entreprises et on essaye de mener un entretien compréhensive. L'idée, c'est de mener une discussion, quelque chose de pas du tout fermé, sur les relations, les collaborations qu'ils mettent en place avec les différents partenaires. Les partenaires à la fois de l'approvisionnement en matière, il leur faut de la matière bois pour travailler, pour la production, cette fonction, et puis bien sûr le côté qui leur permet de vivre et de subsister à ces entreprises, la fonction de commercialisation, donc voilà, la clientèle et à qui ils vendent finalement. En plus de ces partenaires et de cette discussion autour de ces relations, comment ils travaillent, pourquoi avec tel un et pas tel autre, on va essayer de savoir comment ils se situent dans leur pratique, dans leur travail, sur la question du local, quel rapport ils entretenaient avec cette, on va dire, dimension, ce champ, pourquoi leur entreprise elle était là, à cet endroit, dans cette commune, dans ce lieu, près de cette forêt, pourquoi ils n'avaient pas changé d'endroit, est-ce qu'ils trouvaient ça stratégique, intéressant, quels avantages, etc. Donc une discussion très riche, qui fait des entretiens très riches, très longs, très riches parce que du coup ça nous donne accès d'abord à toute une ribambelle, je dirais, d'acteurs. Si je l'ai représenté, c'est un réseau de relations au sein de la filière qui est construit à partir de 10 entretiens seulement, parce qu'il y a du retard dans la retranscription, ça va de soi. Mais 10 entretiens qui nous donnent par exemple accès à 135 acteurs et 215 relations qui sont caractérisées, qu'ils entretiennent avec ces acteurs. Et donc on va pouvoir faire une typologie de ces relations qu'ils entretiennent et finalement les motivations qu'il y a derrière. Donc on va laisser là dans le propos de côté les relations commerciales strictes, parce que ce sont essentiellement des relations commerciales, bien sûr, dans le cadre de leur pratique productive. Les relations commerciales simples, ponctuelles, qui sont simplement la vente ou l'achat d'un produit qui n'amènent pas une collaboration un peu sur la durée, pour aller voir les relations plus qui vont vers l'échange, la prestation de services, et qui sont amenées à se répéter dans le temps, de manière occasionnelle ou durable, et qui, du coup, sont à l'origine de la mise en place de collaborations productives, Des collaborations informelles, ça c'est quelque chose qui caractérise la filière bois, c'est-à-dire quand on va voir ces entreprises, ils travaillent avec un certain nombre de partenaires, d'autres entreprises. Ça, on ne pourra pas trouver la trace de ces collaborations, sinon au travers de la manière dont ils vont nous les expliquer. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas de contrat d'approvisionnement, il n'y a pas de forme juridique qui vienne sceller ces collaborations. Des collaborations qui sont occasionnelles, ponctuelles, pour répondre à des besoins vraiment très ponctuels. Par exemple, mon scieur a une commande qui dépasse ses capacités de production, il va aller mobiliser l'autre scieur pour travailler avec lui et puis pour pouvoir répondre à cette commande qui va donner du travail également à son collègue. Ça va de soi, mais ça nécessite finalement des proximités spatiales importantes, être prêt pour pouvoir partager, pouvoir se rencontrer, se connaître, participer à un réseau de sociabilité qui est entretenu hors cadre professionnel. Et puis des choses assez particulières, finalement, là encore, énormément de collaborations informelles qui s'inscrivent dans la durée, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui travaillent ensemble depuis parfois plusieurs générations et qui sont liées finalement par un contrat moral extrêmement fort. C'est une sorte de convention. Il y a un accord qui n'a jamais été rediscuté, et même si c'est depuis le grand-père que ça travaille ensemble, voilà, on ne se pose même pas la question si on partage les valeurs ou autre chose, on ne discute pas, on travaille ensemble, et c'est comme ça, c'est gravé dans le marbre. Voilà, c'est quelque chose de très particulier. Et puis, il y a quand même des collaborations institutionnalisées qui émergent de plus en plus, qui sont beaucoup suscitées notamment par les acteurs institutionnels qui demandent la montée en collaboration de ces entreprises pour donner, on va dire, gagner en efficacité sur les marchés, en compétitivité. Alors il y a différentes formes là aussi, des formes coopératives, c'est-à-dire qu'on a plutôt les professionnels, nos entrepreneurs qui se regroupent essentiellement autour de valeurs, des valeurs, souvent des valeurs environnementales, ils partagent les mêmes idées, mais également par exemple la défense de l'artisanat, de savoir-faire, d'une essence d'une identité. Ça part souvent par une forme associative, mais pas seulement.
des formes sociétaires plus simples, où là on a des entreprises qui se regroupent, qui prennent des parts, qui créent une structure ad hoc pour répondre à un besoin particulier et gagner là en compétitivité sur des marchés, des niches qui se créent, mais c'est aussi un moyen de partager le risque et d'avoir plus de facilité à investir. Et puis des formes de pôles, c'est-à-dire qu'on concentre en un lieu donné la capacité de production qui vont être complémentaires. C'est par exemple des gros pôles industriels qui peuvent se construire. Mais également, il y a une complémentarité dans ces collaborations, par exemple une forme coopérative qui va se mettre en place, ou à partir de laquelle va se mettre en place, par exemple, comment on pourrait dire, un magasin de producteurs, souvent on a ça dans l'agroalimentaire, pardon, donc là, des formes comme cela. Voilà. Donc en fait, de voir ces différentes formes collaboratives, nous permet de voir qu'il y a la matérialisation là, de comités de pratique, c'est-à-dire des entreprises qui partagent des manières de voir et de concevoir une ressource, un bien. Et ces comités de pratique se formalisent notamment autour de partage, de manières de voir la forêt, le bois, la ressource, et qu'on peut capter notamment à travers leur discours, qui passent à travers deux vocabulaires particuliers, un registre très technique, avec des mots comme ceux qui sont familiers, on va dire, de la forêt, des choses comme, donc je l'ai affiché là, des propriétaires, sillage, bois bord de route, coupé, etc. Donc quelque chose qui relève plus du savoir-faire et qui vient justifier la raison d'exister de l'entreprise, légitimer sa situation sur le marché. Un autre vocabulaire qui a plus lié à le cadre environnemental de travail, qui va traduire plus la volonté d'action, la volonté d'agir, avec des mots comme durable, région, qu'est-ce que j'avais mis par exemple, label, etc. Et qui traduit ces mots, ce vocabulaire, ces mondes, ce champ lexical finalement, les raisons d'entrer dans une démarche productive de nos entreprises. En fait, ça formalise, ça va prendre mes notes, ça formalise, on va dire, deux démarches intellectuelles dans la manière de concevoir la pratique productive de l'entreprise. C'est-à-dire que on a des entreprises qui intériorisent leur rapport à la ressource et qui vont mettre en avant le savoir-faire, la technique, pour se légitimer sur le marché, et donc qui vont plutôt utiliser le contexte global, l'environnement, l'économie de marché, comme un levier, un outil, un moyen d'aboutir à une raison d'exister qui est locale, un objectif individuel qui est la pérennité de l'entreprise, la création d'un emploi, etc. Dans l'autre dimension, dans l'autre démarche, on a un peu un phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des questions locales comme un moyen, comme un levier d'action pour atteindre un but qui, lui, est davantage une raison d'exister, qui est davantage représenté ou dans une dimension globale avec souvent les valeurs environnementales qui viennent au-dessus. Donc des objectifs plus qui ont lié, qui passent d'un côté de l'individuel, l'autre au singulier et l'autre plutôt à l'universel. Alors attention bien sûr, là quand on capte ça, on est dans le domaine du discours, dans ce que nous expriment les entreprises. Mais clairement, on voit un décalage quand on compare au travers de leurs relations, avec qui ils collaborent, avec qui ils travaillent, on voit un décalage avec la pratique réelle de leur entreprise. Ce décalage, ce déphasage, on peut dire, entre pratique et discours, traduit finalement une réadaptation à travers l'expérience de nos entreprises dans l'acte de production, entre d'une part les interactions qu'ils peuvent avoir avec leurs partenaires, mais également entre la réalité matérielle de devoir travailler une ressource qui a ses propres avantages, mais aussi ses propres contraintes techniques, et puis la difficulté aussi de s'inscrire dans un marché qui peut être local, national, international, etc. Donc il y a toujours un va-et-vient à travers l'expérience entre la pratique et le discours qui réadapte tout le temps la manière de développer, de mettre en pratique l'intention productive de notre entreprise. Donc du coup, il nous semble voir
dans cette manière de travailler des entreprises une polarité, une sorte de polarisation, une trame spatio-temporelle qui justifie ou qui nous permet de comprendre la manière dont s'est développée et a développé sa pratique l'entreprise. Et là, de cette pratique productive, je pense qu'on peut l'étendre à quelque chose de plus général, de plus ouvert à des pratiques environnementales ou qui ont un lien avec l'environnement plus général. C'est-à-dire qu'on a une polarisation spatiale parce qu'on a toujours cette tension entre le local, entre les enjeux locaux et les enjeux globaux de nos acteurs. Et puis on a une polarisation aussi temporelle, tout simplement parce que le projet de nos entreprises, dans le cas qui nous intéresse, est toujours associé à une dimension symbolique forte, qui a à voir en fait notamment avec une question d'héritage, et puis également d'apprentissage. Cet apprentissage passe par cette expérience au quotidien de la pratique, et qui amène à redéfinir petit à petit le projet, la futurité finalement, le côté existentiel de l'activité de notre entreprise. Du coup, ça nous amène à faire le rapport avec cette idée de capital environnemental qui nous a amené à réfléchir, à voir, à observer la manière dont se déployaient ces pratiques productives dans nos entreprises, en lien toujours avec cette ressource forestière, et qui nous fait poser cette question, c'est que effectivement, il y a intérêt à s'intéresser à ces interactions entre les acteurs dans la mise en œuvre de valeurs environnementales ou de capital environnemental, mais aussi, on voit très bien qu'est prégnant la présence de l'interaction de nos individus, de nos acteurs, de nos entreprises, avec la question de la ressource. Et donc, ça nous amène à une question plus ouverte, à interroger à travers le capital environnemental, à cette question aussi des interactions sujet-objet, dépasser ce dualisme, et finalement, les relations homme-nature. Je te laisse la parole, Christophe, pour terminer, un peu conclure sur ces aspects. Bien, en effet, je vais continuer cette communication à deux voix, comme l'a présenté tout à l'heure Romain, puisque je m'inscrirai en effet dans sa remarque initiale que cette communication est d'abord le résultat d'échanges au pluriel même, entre des disciplines différentes à l'origine et qui ont pu à un moment donné se croiser. Mais ce qui explique que sur certains points, effectivement, nous ne soyons pas nécessairement en accord parfait et qu'il y a de toute façon encore des discussions possibles. Alors, l'idée finalement qui est sous-jacente à cette communication, et pour répondre un peu à l'agitation de l'appel à communication, c'était effectivement d'interroger un petit peu cette notion de capital environnemental, et en particulier s'interroger un peu sur sa pertinence pour analyser le terrain sur lequel nous avons travaillé, sur lequel nous avons mené effectivement un certain nombre d'entretiens, surtout Romain d'ailleurs. Et donc voilà, du coup d'interroger vraiment cette notion de capital environnemental. Alors avec un élément supplémentaire peut-être, c'est que, en particulier peut-être plus de ma part que de la part de Romain, dans le fond je souscrirais un peu à la remarque de Frédéric tout à l'heure, la crainte qu'il a exprimée à propos d'une réappropriation potentielle par les économistes et par l'économie de cette notion de capital environnemental. Dès lors qu'on parle en effet de capital et même d'environnement, ma crainte est en effet que on ouvre une porte dans laquelle l'économie va s'enfoncer sans trop de difficultés. Du coup, notre position, c'est en définitive que pour éviter, pour faire face à ce risque en quelque sorte, il convient de se situer dans une posture de nature épistémologique qui finalement met un peu des garde-fous à l'égard de cette réappropriation potentielle et très probable même par l'économie de cette notion. Voilà, d'où un peu notre volonté en définitive d'essayer d'esquisser une grille de lecture, alors qui, sans rejeter complètement la notion de capital environnemental, tenterait finalement un peu de faire émerger d'autres notions qui nous apparaissent finalement un peu pouvoir justement apporter des garde-fous à l'égard de ce risque. Et peut-être et planter un décor peut-être épistémologique un petit peu différent donc de celui propre à la notion de capital environnemental. Alors, il faudrait encore ajouter que pour être, d'abord c'est une grille de lecture bien sûr en construction qui est loin d'être achevée, et
qui demandera encore beaucoup d'échanges. Et puis surtout, c'est une grille de lecture qui, pour le moment, ne porte que sur les producteurs, hein, donc des acteurs parmi d'autres qui investissent effectivement ces espaces forestiers, boisés, etc. Et donc, pour être tout à fait complet, il faudrait, c'est un peu notre projet avec d'autres collègues de Géolab, il faudrait donc prendre en considération effectivement les autres acteurs. Alors, ce qui ressort, en tout cas des entretiens dont Romain vient de présenter quelques éléments forts, c'est fondamentalement effectivement la complexité des intentionnalités productives dans la filière bois. Il y a en effet effectivement une multitude d'intentions parmi ces producteurs. Et cette complexité, en définitive, elle renvoie à la fois à la diversité des engagements langagiers, c'est-à-dire effectivement la manière dont, à travers leur vocabulaire, le vocabulaire qu'ils mettent en avant, qu'ils utilisent, à travers les discours qu'ils tiennent aux autres, etc. Donc une multitude d'engagements, une multitude de pratiques également, avec en effet des savoir-faire qui peuvent être différents et qui interviennent à différentes étapes, etc. Et au surplus, c'est peut-être l'aspect central en définitive qu'a bien mis en évidence Romain, à une multitude d'articulations effectivement entre ces engagements langagiers, disons discours pour aller vite, et ces pratiques. Donc il y a effectivement ici quelque chose qui nous est apparu particulièrement intéressant, difficile à expliciter, mais en tout cas, qui nous semble vraiment très, très important. Romain a insisté également sur l'importance de la trame spatio-temporelle, effectivement, qui invite, et c'est là où effectivement on s'est senti le plus à l'aise pour mobiliser cette notion de capital environnemental, qui invite effectivement à considérer l'utilité de cette notion, parce qu'on voit bien en effet qu'il y a ici, à travers cette inscription à la fois dans un espace et dans le futur, et dans le temps, pas simplement le futur, mais aussi bien sûr les héritages, etc. On voit bien que cette notion de capital environnemental pourrait être tout à fait mobilisée. Mais la difficulté quand même majeure à laquelle nous avons été confrontés, finalement, c'est la difficulté dont on a déjà discuté à plusieurs reprises au cours de ces 2 premières journées, c'est qu'effectivement, si l'objectif à travers cette notion de capital environnemental, c'est bien de dévoiler des choses, comme l'a fait effectivement en son temps Bourdieu à travers sa sociologie, le problème principal, effectivement, dans nos sociétés modernes, ce qu'il s'agit de dévoiler, de manière fondamentale, selon nous, c'est bien, effectivement, cette opposition sujet-objet que Bourdieu a lui-même cherché à dépasser, d'ailleurs, effectivement, en considérant que, dans le fond, l'objectivité, qui se manifeste à travers la matérialité des structures sociales, est intériorisée en chacun d'entre nous et que nous ne faisons que reproduire, en définitive, effectivement, ce qui structure un peu nos comportements à travers, en effet, la mobilisation d'un certain nombre de capitaux, etc. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit déjà. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Augustin Berg, qui lui aussi considère qu'il s'agit effectivement du point central du dévoilement de la modernité, trouve effectivement un certain intérêt à l'argumentaire de Bourdieu, en considérant en effet que la notion d'habitus est dans le fond, finalement, un peu cette expression d'une certaine forme de dépassement de l'opposition entre sujet et objet. Voilà, alors, donc pour aller maintenant un peu plus loin dans cette notion dans cette grille de lecture, dans l'esquisse de cette grille de lecture, il nous a semblé en effet, au travers des entretiens que nous avons menés, que la notion de proximité, ce serait peut-être donc une première notion qui viendrait un peu en concurrence, ou en tout cas peut-être en décalage, mais un décalage productif par rapport à la notion de capital environnemental. Cette notion de proximité donc pouvait être intéressante. Alors, c'est aussi bien sûr parce que derrière il y a un corpus que nous utilisons alors, depuis un certain nombre d'années, de manière différente d'ailleurs,
entre Romain et moi, mais peu importe, en tout cas un corpus renvoyant effectivement à ce que l'on appelle l'école française de la proximité, qui a, si Romain n'était pas passé aussi vite sur sa première diapo, effectivement, fondamentalement a mis en évidence dans l'analyse des comportements d'acteurs individuels et collectifs deux grandes formes de proximité, une proximité que l'on peut d'ailleurs tantôt appeler spatiale, tantôt géographique. Je m'expliquerai un petit peu tout à l'heure sur cette différence. Et une proximité donc d'ordre relationnel. La première, proximité spatiale, renvoyant à une distance entre les acteurs. La deuxième, renvoyant effectivement aux interactions en définitive qui se manifestent et aux formes de coordination qui peuvent ou non, de manière plus ou moins construite, se construire effectivement dans la dynamique des échanges et des interactions. Alors, ces quelques rappels très brefs que je viens d'évoquer à propos de l'approche proximiste nous a semblé intéressante parce qu'elle pose comme point de départ, et c'est effectivement ici le premier fondement épistémologique qui nous paraît important lorsque justement on cherche à se protéger du piège de la récupération économiste, c'est qu'il y a effectivement une posture fondamentalement interactionniste dans la grille de lecture proximiste. Et cette posture renvoie effectivement à tout un ensemble d'approches que je n'ai pas le temps ici même pas d'évoquer véritablement. Bien sûr, la sociologie interactionniste, également la philosophie pragmatiste qui effectivement a construit une posture qui se voulait radicalement en opposition avec effectivement la logique économique, la posture économique qui s'est imposée à travers la figure effectivement de la théorie néoclassique qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises. Voilà. Alors l'idée donc de l'approche proximiste, c'est de considérer en définitive que le point de départ c'est la distance entre les acteurs, plus ou moins importante, cette distance pouvant générer donc tantôt effectivement des aspects positifs, des formes de coordination donc débouchant sur des groupes effectivement, des groupes d'action, des groupes de discussion, etc. Mais cette distance pouvant aussi générer éventuellement des conflits, des oppositions parfois fortes, qui elles-mêmes appellent effectivement ou non des formes de résolution de ces conflits à travers donc de mécanismes de coordination qui se mettent en place. Le point central, effectivement, de cette posture de l'école proximiste, c'est bien de considérer qu'au cœur de tout ça, il y a effectivement les interactions. Ces interactions donc qui sont effectivement le point de départ et non pas un point de départ qui distinguerait effectivement sujet-objet, mais un point de départ donc qui se situe fondamentalement dans l'interaction. Voilà. Alors l'élément effectivement qui nous apparaît intéressant, et je vais conclure sur ce point-là, à partir effectivement de la réflexion que nous avons menée sur les différents terrains correspondant à nos personnes interviewées, ce qui nous est apparu effectivement intéressant, c'est en définitive d'essayer de dépasser un petit peu les limites précisément de l'approche proximiste, qui considère donc la proximité spatiale ou géographique uniquement sous l'angle de la distance, en considérant effectivement que parler de proximité géographique, c'est aussi parler effectivement d'interaction de l'individu avec la nature dans laquelle il évolue, donc avec, disons, son environnement naturel, avec sa ressource, utilisons les termes que l'on veut, mais fondamentalement, c'est bien l'idée effectivement que il s'agit de considérer à la fois les interactions, donc les interactions entre individus et les interactions des individus avec la nature dans laquelle ils évoluent. Autrement dit, dans cette logique interactionniste, donc, quand on parle de proximité, il faut donc considérer à la fois simultanément les interactions avec la nature et les interactions entre les individus. C'est effectivement ici
la posture dans laquelle nous souhaitions effectivement nous positionner, à partir donc effectivement de cette logique interactionniste, ce qui ouvre bien sûr, et je renvoie ici à toutes les discussions qu'on a eues déjà encore ce matin, mais aussi hier, effectivement, dès lors qu'on s'inscrit dans la logique interactionniste, on ouvre bien sûr tout un ensemble de champs en termes de psychologie sociale, par exemple, ou autre. Hein. Ça, évidemment, on s'inscrit ici dans la nécessité, effectivement, d'appréhender ces différents champs de réflexion. Mais en tout cas, ce qui nous est apparu indispensable, et donc ce sera le mot de conclusion, c'est bien que, effectivement, cette complexité dont qu'a mis en évidence Romain tout à l'heure, finalement, au sein de la filière bois, pour l'aborder, la notion de capital environnemental paraît effectivement d'une certaine manière intéressante et elle mérite en effet d'être mobilisée, mais fondamentalement, et pour éviter effectivement ce piège que j'évoquais au tout début de mon intervention, fondamentalement, effectivement, il s'agit de se situer dans la posture interactionniste et donc, fondamentalement, de considérer l'expérience des producteurs et sans doute aussi des autres acteurs avec la ressource territoriale, ici sous-entendu à la fois dans le sens naturel du terme, ou autrement dit de la ressource naturelle présente effectivement au sein du territoire, mais entendu au sens relationnel du terme, et je renvoie ici aux deux formes de proximité que j'évoquais il y a quelques instants. Merci beaucoup. Bien.